Des hauts et des bas, le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des hauts et des bas, le club des éditorialistes. Alors, le thème du jour, la droite, composition, recomposition ou peut-être décomposition. Les mois qui vont venir d'ici le mois d'avril 2022 vont nous permettre de pouvoir statuer sur ce sujet. Mais on va commencer dès à présent puisqu'il est objectif que de reconnaître que le calendrier du moment met en avant la droite sous toutes ses formes. Alors, pour en débattre, je suis accompagné en duplex de Gilles Casanova. Vous êtes consultant en communication, stratégie et prospective. Bonsoir Gilles. Et également de Didier Maisto, vous êtes journaliste, vous êtes le président de PDA TV et présentateur de l'émission Radio Maisto. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors la droite, composition, recomposition ou décomposition, ainsi on a voulu nommer cette émission. Alors après 4 débats opposant les 5 candidats LR, place au vote qui a démarré ce matin et s'achèvera samedi à 14h. Les observateurs pronostiquent un score serré entre les 3 principaux prétendants, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, à moins que les outsiders, Éric Ciotti ou Philippe Juvin, ne créent la surprise. 140 000 adhérents LR pourront voter pour choisir leurs représentants à l'élection présidentielle de 2022. Après l'officialisation hier de la candidature d'Éric Zemmour, nous commençons à voir se définir la ligne de départ avec tous les candidats. Il leur restera bien évidemment à obtenir les parrainages et pendant ce temps-là, Marine Le Pen progresse dans les sondages et Emmanuel Macron stabilise ses intentions de vote. On va en débattre. Je vais commencer avec vous, Gilles, si vous le permettez. Hier, parce que vous êtes... Précisons pour tous nos téléspectateurs, je vous ai présenté comme un consultant communication, stratégie et prospective, mais vous avez un passé également où vous avez conseillé Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Benamias et Jean-Pierre Chevènement. Ce passé vous a permis d'observer aujourd'hui un certain nombre d'attitudes des candidats. Et je voudrais d'abord, on en a débattu hier sur ce même plateau, mais il nous intéressait d'avoir votre regard sur la déclaration de candidature d'Éric Zemmour hier. Le cadre, la forme, on viendra au fond après, si vous le permettez, on pourra en débattre. Mais d'abord, hier, quand on a fait l'émission, nous n'avions connaissance, parce que 18h30, 19h30, il n'y avait pas encore l'intervention au journal de 20h. Donc hier, nous n'avons pu commenter que la partie sur les réseaux sociaux de l'intervention seule d'Éric Zemmour. En plus, il y a eu l'intervention journal de 20h de Gilles Boulot. Comment vous appréciez sur la forme, encore une fois, la séquence d'hier ? Alors, 2 choses. D'abord, le document livré aux réseaux sociaux et ensuite quelques instants aux chaînes de télévision avant qu'elles ne le censurent sous un prétexte assez fallacieux, il est très bien fait. Évidemment, il est fait pour révulser le bobo de gauche moyen. C'est exactement fait pour ça, de façon à ce qu'il proteste avec une telle intensité que cela fasse la campagne d'Éric Zemmour. Alors, on a dit, il se prend pour Charles de Gaulle le 18 juin. Non, sa référence, c'est pas celle-là, c'est Georges VI qui annonce la guerre. Mais bon, tout le monde n'a pas la culture nécessaire pour aller au-delà de l'image d'Épinal. La séquence du soir, il a fait une erreur. Il ne connaissait pas assez bien Georges Marchais. Georges Marchais dit « Vous avez vos questions, j'ai mes réponses ». Gilles Boulot fait une interview qui n'a aucun intérêt, puisqu'il dit globalement « Vous êtes le diable ». Je vous reçois comme j'aurais été obligé de recevoir il y a 40 ans Jean-Marie Le Pen, mais je pense de vous les mêmes choses que de lui, et au fond, si j'avais le choix, je préférerais vous jeter dans une corbeille à papier pour le moins que de vous avoir sur mon plateau. Et donc, il lui dit des choses qui sont simplement un chapelet de choses désagréables. Mais ça n'a pas d'importance. Quand on est sur un plateau de télévision, on ne parle pas aux journalistes qui vous détestent ou qui vous aiment ou qui se moquent de vous. Ça n'a pas d'importance. On fait, comme le disait Georges Marchais, on donne ses réponses. Il dit « on n'a jamais parlé de mon programme ». Mais c'est lui qui n'a pas parlé de son programme. Que lui importaient les propos de Gilles Boulot ? Gilles Boulot lui a dit « vous avez été condamné, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez dit ceci, vous avez dit cela ». Ce qu'on aurait retenu,
Ce sont les propos d'Éric Zemmour s'il avait donné un programme, s'il avait donné du contenu. Là, ce qu'on a retenu, c'est que on a quelqu'un qui est pourtant journaliste, qui connaît le jeu, et qui dit vous n'êtes pas gentil, vous ne me faites pas une interview pour me faire dire ce que j'ai à dire, vous me faites une interview pour me cornériser, me faire déplaire aux téléspectateurs. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit ce qu'on a à dire. Gilles Casanova, pour autant, hier, Gilles Boulot, quand il fait effectivement le parallèle avec le général de Gaulle, Éric Zemmour le reconnaît, il l'accepte ce parallèle, il dit effectivement, c'est pas par hasard. Oui, mais si vous regardez la composition, c'est le discours d'un roi. Il n'allait pas dire ça. On ne donne pas les ficelles. Didier Maistre, je me tourne vers vous. Alors, hier, comme je commençais à le dire, on a pu commenter effectivement que la première partie de la prestation d'Éric Zemmour, on n'a pas pu apprécier à ce moment-là. Il était 19h30, on a quitté l'émission. À 20h, c'était le journal de Gilles Boulot chez nos confrères de TF1. Comment, après avoir vu la séquence, vous avez apprécié, même question qu'à Gilles Casanova, cette séquence d'Éric Zemmour hier soir? C'est un patchwork qu'il a fait Éric Zemmour, effectivement. Je suis assez d'accord. Il y a du De Gaulle, il y a du Georges VI, il y a du Clémenceau. Mais imitation, je sais qu'on peut imiter Jésus-Christ et que c'était conseillé à une certaine époque. Imitation n'est pas raison. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a quand même pas mal d'emprunts, voire de vols, puisque il a pris contre le gré à la fois des images qui n'étaient pas libres de droit. C'est pas très présidentiel ce que je dis, mais c'est aussi pour situer quelle est la personnalité et quelle est l'équipe qui l'entoure, qui est quand même assez amateur, ça on peut le dire. Donc il y a des éléments comme ça, aller puiser dans la mémoire collective, pourquoi pas, mais de le faire ad hominem et utiliser Barbara, Brassens, Bébel, qui vient de nous quitter, qui avait fait quand même pas mal de combats politiques en creux et qui avait toujours affiché un certain nombre d'idées, voire d'idéaux, et qu'il avait prouvé par toute son existence, c'est pour le moins déroutant. Et puis je viens de faire une découverte que je dévoilerai peut-être un jour sur les éléments de langage, sur le texte lui-même, parce que je viens de me rendre compte en fait que ce texte a été inspiré par un autre texte et dont la nature a été profondément modifiée pour lui faire dire ce qu'il avait à lui faire dire. Une fois qu'on a dit ça, je rejoins Gilles Casanova. Il est apparu finalement toujours comme un polémiste. Et effectivement, la remarque vis-à-vis de Georges Marchais est assez signifiante et excellente. On a nos réponses. Et quand on prétend représenter tous les Français, on ne va pas dans la polémique stérile, dans la polémique inutile. On essaie de s'élever un peu à un certain niveau. Il aurait dû balayer ça d'un revers de la main. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même incomplet ce que je dis. Parce que moi, je trouve, à contrario, là, pour le coup, que Gilles Boulot a fait, pour une fois, j'allais dire, pour un journaliste mainstream, son travail. Parce que quand vous avez... même s'il parle de sa mue, il est devenu un papillon, il était une chenille, très bien, il ne faut plus parler de son passé. C'est tabula rasa. C'est un homme neuf, il arrive, il est candidat, ex abrupto, il arrive sur le plateau, il n'a pas de passé. Alors il parle du passé de la France, de l'avenir de la France, si on croit en lui, mais lui n'a pas de passé, c'est un homme neuf. Or, tout le monde a un passé. Et s'il a fait son succès à grand renfort de caméras, d'émissions de télévision et de livres, le suicide français, etc., tout ce qu'il pense sur les femmes, tout ce qu'il pense sur l'islamisation il a le droit de le penser, il a le droit de l'écrire, etc. Mais il ne peut pas dire que ces phrases sont sorties de leur contexte parce que ça ne l'arrange pas. Et que n'avait-il alors, justement, à embrayer sur son propre programme, s'il en avait un? Parce que pour l'instant, à part les musulmans, je ne vois pas quel est son programme. Et je ne suis pas le seul. Je veux dire, en tant qu'observateur, je ne sais pas ce qu'il pense sur l'économie. Je vois qu'il fait, oui, ce petit agrégat, à la fois des colères, à la fois des points d'achoppement dans la société française. Il souffle dessus, il souffle sur les braises, mais tout ça ne fait pas un projet. Je ne vois pas quelle est sa vision de la France en plus. Je vois
ce qu'il déplore, ce qu'il regrette dans le passé, je vois ce qu'il déplore dans le présent, mais je ne vois pas les voies et moyens. Alors, dans le même temps, Didier Baesto, c'est ce qu'il reproche à Gilles Boulot, justement, de ne pas lui avoir posé les questions ou laissé le temps de développer sa vision de la France. Oui, mais comme l'a dit Gilles Casanova, c'est un professionnel, c'est un journaliste. Donc, à un moment, c'est un manipulateur en plus. Il est assez fort pour ça. C'est un bon débatteur, en tout cas, Éric Zemmour. Donc, l'argument ne tient pas une demi-seconde. Si vous avez moi, personne ne m'empêchera de dire ce que j'ai envie de dire. Quand je viens délivrer un message, je ne vais pas me laisser distraire par la couleur de la tapisserie ou la couleur du robinet. Vous voyez Ni par l'animateur Didier Baesto, donc si j'ai bien vous suivi. Tout à fait. Donc, ce qui me permet de faire une transition vers Gilles Casanova quand même. Vous êtes élégant, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Gilles Casanova, hier il y avait le débat des LR, le 4e et dernier débat des LR. On peut quand même considérer qu'il leur a un peu pollué cette séquence. C'était peut-être fait exprès d'ailleurs. On peut, mais c'est pas le centre de l'affaire. LR s'est engagé dans un enfer qui s'appelle la primaire à la française. C'est un pur enfer. Aux États-Unis, quand vous vous inscrivez sur les listes électorales, vous vous inscrivez comme démocrate ou comme républicain. C'est-à-dire, vous êtes dans un camp ou vous êtes dans l'autre. Ensuite, il y a une primaire à l'intérieur de ce camp. Donc, vous n'allez pas voter républicain si c'est pas votre ami démocrate qui est choisi, etc. C'est-à-dire que vous n'avez que 2 camps. Il y a des candidats indépendants qui dépassent rarement 1 point ou 2. Donc, c'est très cadré. Ici, vous avez une douzaine de candidats déjà présents. Et le candidat de LR, il n'est que 1 parmi ceux-là. Et là-dedans, vous allez demander à des gens, alors des millions la dernière fois, des dizaines de milliers cette fois-ci, lequel ils veulent avoir. Eh bien, ils veulent avoir celui qui est le plus près de leurs idées. Le problème, c'est que plus il sera près de leurs idées, plus il aura un empattement étroit pour peser sur le jeu électoral. Donc celui qui sera choisi sera nécessairement celui qui aura le moins de capacité à rassembler. Je ne veux pas dire que Juppé était formidable, je ne porte pas de jugement, mais je veux simplement dire que Alain Juppé, candidat, n'aurait pas eu les malheurs qu'a eu François Fillon, parce qu'il aurait trouvé le moyen d'avoir un empattement assez large pour qu'on n'ait pas envie de lui monter l'affaire qu'on a montée à François Fillon. Mais qu'est-ce qui a fait gagner François Fillon? C'est l'arrivée du million de voix de sens commun, parce qu'il avait fait des déclarations extrêmement fermes sur le mariage pour tous, sur la parentalité, sur toutes ces questions, et que lui qui était entre 7 et 8, et dont Le Monde avait doctement écrit dans une pleine page qu'il ne passerait jamais les 10 points, gagne cette primaire, avec cet apport-là. Mais sens commun, c'est pas le cœur de la France. Gilles Casanova, une question. Vous avez regardé les 4 débats des LR ou pas? Non, j'ai pas pris le temps de regarder ces 4 débats, car j'avais le sentiment, en lisant les comptes rendus, en lisant les extraits de ce qu'ils ont dit, que on était au milieu de 4 personnes qui se battaient pour faire la fracture sociale, c'est-à-dire quelque chose qui, une fois élus, les conduirait à aller prendre les ordres à Berlin et faire le contraire. Alors ils étaient 5, hein, pas 4 dans le débat. Oui. Oui. Non, mais une question, Gilles Casanova. Moi qui les ai regardés pour préparer ces émissions, on a vraiment le sentiment, et je ne sais pas si l'ensemble de nos téléspectateurs se sont donné le mal de les regarder. Je dis bien le mal, pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que 4 débats n'étaient pas totalement indispensables, vu ce qu'on en a vu. Parce que c'était un peu des duplications d'un débat à l'autre, à part celui d'hier où effectivement s'est invité la candidature d'Éric Zemmour, sur laquelle les journalistes, on peut aller chercher un petit peu les candidats, mais globalement, c'est toujours à peu près les mêmes thématiques, c'était les mêmes réponses, ce qui n'est pas en soi anormal qu'on a pu entendre durant ces débats. Sur la forme, hein, je voudrais vous entendre aussi, est-ce qu'il en faut 4 des débats dans ce genre de circonstances? Et c'est utile? Parce que c'était un choix, mais bon. Quand on n'a rien à dire, c'est aussi très bien de se taire. Ça évite de dire les mêmes choses tout le temps. La LR
est dans une situation comparable au Parti socialiste. Cela fait des années qu'ils ne travaillent pas la politique. Cela fait des années qu'ils n'ont plus aucune perspective, qu'ils se sont rangés à cette idée, ont fait le choix d'individus et d'équipes d'individus pour mettre en œuvre la politique définie à Bruxelles, à Francfort, à l'OMC ou à Wall Street. Et donc, il n'y a pas beaucoup à penser. Penser, c'est commencer à désobéir, et on ne veut pas désobéir à Bruxelles, et surtout pas à Berlin, qui contrôle Bruxelles de près. Donc, à partir du moment où on s'est placé dans l'idée d'être le vassal de Berlin sous la houlette de Bruxelles, pourquoi voulez-vous qu'on aille se faire du mal en s'imaginant ce qu'on pourrait faire si on était la France ? Non, c'est pas utile. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui se battent pour être des personnalités qu'on va choisir. Didier Mestos, je me tourne vers vous. Moi, j'ai pris des phrases au vol dans le débat d'hier des LR. On reste sur le sujet d'Éric Zemmour, mais vu par les LR, Valérie Pécresse indique que c'est un homme de provocation qui fait preuve d'une certaine fébrilité. Xavier Bertrand et Michel Barnier sont assez d'accord sur le fait que Zemmour n'a pas la stature pour être un président. Vous entendez aussi par là qu'il devrait l'avoir. Et Éric Ciotti, il faut que la droite républicaine apporte des solutions aux peurs mises en avant par Éric Zemmour. Comment vous appréciez ça ? Parce que c'est les seuls éléments vraiment nouveaux du débat d'hier. Ouais, je reprendrai la formule de Gilles Casanova. Quand on n'a rien à dire, il vaut mieux observer un silence. C'est dur pour un débat dans le même temps. Oui, c'est dur pour un débat, mais je ne comprends pas bien l'utilité de ces débats. D'abord, ils sont d'accord sur l'essentiel. Ils ne diffèrent que par des questions de style. Ils sont dans la doxa complètement européenne, alors qu'il y a une ligne de fracture très importante qui n'a pas disparu en France. Je rappelle quand même que 55% des Français avaient voté non au référendum pour ou contre la Constitution européenne, que cette ligne de fracture continue de fracturer le pays, et je dirais à droite comme à gauche, et que nul aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler les partis de gouvernement ou les candidats un peu classiques, n'osent franchir le Rubicon. Donc ils sont là à essayer de se distinguer sur des couleurs de cravate, et d'ailleurs ce qui donne à voir, c'est un style. C'est un style alors, plus ou moins proche de Zemmour. Alors, certains sont... peut-être le plus clair dans l'histoire, le plus franc du collier, c'est Éric Ciotti. Il est moins hypocrite. En tout cas, il dit, moi, en cas de duel, voilà... Macron-Zemmour, je vote Zemmour. Les autres essaient de faire la même chose, sur l'immigration notamment, sur la sécurité, sur tous les thèmes chers à la droite. Ils font du Zemmour sans dire qu'ils font du Zemmour, tout en restant dans l'Europe avec des marges de manœuvre qui sont proches de zéro. Parce que vous pouvez être dans l'incantation. Et je mets à part les questions pour ou contre sur l'immigration. Mais de toute façon, la question française... au sein de l'Union européenne, de surcroît, n'est pas une question d'immigration. C'est une question de première, de deuxième, de troisième et de quatrième génération aujourd'hui, voire 4,5, de gens issus de l'immigration, après la guerre d'Algérie notamment. Bon, tout le monde le sait, et même ça a commencé avant, mais tout le monde le sait. Mais on fait comme si on avait encore des leviers, des marges de manœuvre. Vous ne pouvez pas influer sur les frontières intérieures. Vous ne pouvez pas influer sur la politique générale en matière de migrants parce que des traités vous tiennent, et les pays notamment qui accueillent de façon côtière les migrants sont un peu, c'est le système D, débrouillez-vous, on n'est pas solidaire. Vous n'avez aucune marge de manœuvre monétaire. Vous n'avez aucune marge de manœuvre en termes, j'allais dire, d'harmonisation sociale et fiscale dans l'ensemble de la zone européenne et de la zone Schengen. Et vous avez en plus beaucoup de dissensions. Il suffit de voir les anciennes républiques qui étaient sous le joug soviétique, voir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est pas du tout les mêmes politiques. Et quand on parle de coopération, évidemment, oui, c'est de la vassalisation. Je suis assez d'accord avec Gilles Casanova sur ce point. À l'Allemagne, ce fameux couple franco-allemand qui est en fait une domination outrageuse de l'Allemagne sur la France. Donc en fait, il ne parle de rien. Mais même Zemmour est victime du même
de la même erreur, de la même faute, ou de la même couardise. Parce qu'il dit, même dans son clip, on voit Ursula von der Leyen, il parle des puissants, de cette Europe technocratique. Mais il y reste. Il dit lui-même qu'il n'est pas pour le Frexit, il n'est pas pour la sortie de l'euro, il veut rien changer. Donc il faut que tout change pour que rien ne change, comme d'habitude. Et Éric Zemmour, même s'il est moins institutionnel que les autres, en apparence plus disruptif, ne veut pas changer les choses et ne veut pas que la France quitte l'Union européenne. Donc pour moi, tout cela est une immense farce. Ce sont des questions de style. Qui ira le plus loin dans l'incantation? Qui ira le plus loin dans la disruption, de façon à se faire entendre? Parce qu'on voit que en France, les gens bouent un petit peu, sont à cran. 4 ans et demi, voire 5 ans bientôt de Macronie, fait que les esprits sont bien agités. Gilles Casanova, on a observé qu'Éric Zemmour a essayé de capter, si on peut dire ainsi, l'héritage RPR, donc LR version RPR, entraînant d'ailleurs les candidats LR à partir un peu sur le terrain, on l'a vu dans les débats, d'Éric Zemmour. On n'est pas en train d'observer une forme de chassé-croisé, ce qui va quand même faire tourner la tête des Français, parce qu'on va plus savoir qui est qui dans cette histoire. Vous savez, on est dans du spectacle. Les Français savent bien que on est dans du spectacle. Il n'y a pas une grande croyance. Ils ont vu changer la vie, ils ont vu la fracture sociale, ils ont vu travailler plus pour gagner plus, ils ont vu mon ennemi c'est la finance, ils ont vu tout ça. Donc ils sont maintenant à peu près tous ralliés à la formule de Charles Pasqua. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et ils ont tendance à ne plus les écouter. Donc là, c'est un spectacle dans lequel le nombre de gens qui vont voir les nuances et s'y intéresser est une poignée de CSP++, qui sont ceux qui aujourd'hui dominent les sondages, parce que c'est ceux qui répondent aux sondeurs qui sont intéressés par la campagne, mais ce ne sont pas eux qui domineront dans l'isoloir. Donc on est dans un débat qui est un peu abstrait. En revanche, dans ce spectacle, il y en a un qui me semble avoir beaucoup perdu dans cette affaire, c'est Xavier Bertrand. Il avait une place qui était 8, 10, 12 points devant les autres. Il n'était pas dans ce jeu, au fond pervers, de poker menteur qui est celui de la primaire, et il allait être tellement en tête du point de vue des sondages que son parti renoncerait à lui opposer un candidat. De l'autre côté, Valérie Pécresse n'était pas plus à LR et elle n'allait pas plus obtenir le soutien de ce parti. Donc, il aurait imposé, avec une certaine volonté, une certaine force, il aurait imposé d'abord à la droite sa candidature pour être en position de s'imposer au second tour face à Emmanuel Macron. Mais là, à partir du moment où il est rentré dans le rang, vous avez remarqué que semaine après semaine, il se tasse. Et si vous regardez les sondages de premier tour, qui ont une valeur très modeste, mais qui sont intéressantes pour comprendre à l'intérieur d'un même camp ce qui arrive, vous voyez que chaque semaine, il descend, chaque semaine, les autres montent. Progressivement, LR fait un score à peu près moyen à 1 ou 2% près, alors qu'il y a 2 mois, il était à 18 et les autres étaient à 8 ou à 6 ou à 2. Alors, je vais compléter très précisément les éléments que vous donnez par les sondages. Effectivement, on les avait déjà donnés hier, mais ceux qui nous rejoignent et qui n'avaient pas suivi l'émission hier, Emmanuel Macron est stable à peu près à 25%, Marine Le Pen est en hausse à 19-20 points, Éric Zemmour en baisse à 14-15, on verra s'il y a eu un effet de candidature dans les jours prochains, et Xavier Bertrand est à 13% effectivement par rapport à ce que vous disiez, et là on voit bien qu'il est stable, mais après avoir rencontré une forte baisse, c'est ce que vous disiez effectivement, les sondages l'ont démontré. Rappelons quand même ce qu'est un sondage, c'est comme une photographie à un instant T d'une situation. Bon, et après on peut aussi discuter, Didier Maestro l'avait fait dans une précédente émission, sur la valeur des sondages. Oui, Gilles Casanova, vous vouliez intervenir là-dessus ? On peut en dire un peu plus sur le sondage.
c'est à un instant T les gens qui acceptent de répondre. Or, on sait qu'on est presque à un tiers de gens qui refusent de répondre aux sondeurs. Ensuite, ce sont les gens qui, là-dedans, sont les 10% les plus décidés à aller voter. Donc, vous avez 90% des autres qui sont mis sur le côté. Et dans ce décile-là, vous avez ceux qui se déclarent intéressés par la campagne au moment où nous en sommes. C'est-à-dire, vous avez des catégories qui s'intéressent à la politique, souvent catégories socio-professionnelles supérieures, ou bien des gens qui ont un goût ou un intérêt pour la politique. Comment vont-ils répondre? Très souvent, ils vont répondre en stratège à la question qui leur est posée, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour une fois que je suis interrogé dans un sondage, quelque chose qui va peser, qui va faire que je ne serai pas un parmi une foule, mais que je serai quelque chose. Eh bien, depuis un mois, c'est dire Zemmour. Maintenant qu'il est candidat, ça devient différent. Donc, sa déclaration de candidature, aussi réussie soit-elle, ou aurait-elle pu être, fera baisser de manière mécanique Éric Zemmour dans ses sondages, puisque ces sondages sont un moment d'expressionnisme de ceux qui répondent et pas l'indication du vote qu'ils feront dans l'isoloir. Oui, ce que vous dites, Gilles Casanova, est intéressant. On l'a déjà effectivement évoqué sur ce plateau. On sait que dans une entrée en campagne, à moins d'avoir vraiment une dynamique, il y a un tassement souvent dans les intentions de vote observées. Didier Maistre, vous vouliez réagir sur les sondages? Vous connaissez bien le sujet, effectivement. Oui, et encore ce que dit Gilles Casanova, c'était un peu les sondages d'avant. C'est-à-dire quand il y avait encore des panels avec du face-à-face. Aujourd'hui, il y a beaucoup de subterfuges qui sont faits par des sites qui rabattent les gens en leur proposant des bons d'achat, des sucres d'orge s'ils participent à des sondages, qui sont en fait des sous-traitants des instituts de sondage. Il y a deux, trois grosses entreprises qui font ça. Et donc, c'est par Internet. Et vous pouvez voter 1000 fois en étant la même personne. Rien n'est vérifié. Ce que vous voulez dire par là, c'est que si on regarde les chiffres que j'ai pu donner il y a un instant, vous jugez que leur valeur est fortement discutable? Mais bien sûr, mais ça pour quel que soit le candidat? Oui, d'abord, on ne sait pas bien qui ça intéresse. N'importe qui peut prendre une carte pour voter. Je note en plus au passage que plus de 8000 personnes, comme ils avaient oublié de demander leur mail, ne peuvent pas voter. C'est dire aussi le professionnalisme des Républicains. C'est complètement hallucinant On va en parler dans un instant. d'en arriver là. Mais oui, c'est tout à fait différent dans l'isoloir. D'abord, il y a deux choses. Il y a le fait pour la droite que c'est pas une tradition, c'est une vraie bêtise, me semble-t-il, dans la tradition de droite en tout cas, de faire des primaires. C'est un parti où il faut s'imposer, effectivement, imposer son programme, s'imposer par sa personnalité, son charisme, son projet, sa vision à l'ensemble du peuple de droite, des militants, etc. Ça, c'est plutôt un truc pour la gauche. Les débats, les virgules, c'est pas du tout la même tradition. Et je dirais, ça s'explique en plus dans l'histoire des idées, dans la manière de fonctionner, dans les tempéraments. Le débat se fait autrement à droite. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, je ne suis pas sûr que la personne qui sera désignée, évidemment, pourra faire un gros score. Et ça peut être le plus petit dénominateur commun, d'abord parce que l'électorat populaire, et je ne dirais même pas l'électorat, la frange la plus populaire, les quartiers, comme on dit aujourd'hui, ne participent jamais à des sondages. D'ailleurs, s'ils sont dans la zone grise, et les sondeurs, les sociologues, tous les gens, les chercheurs qui travaillent sur le sujet disent, et notamment Cevipof, c'est un vrai problème, parce qu'on ne sait pas où ils sont, ces gens-là, on ne les sonde jamais. Deuxièmement, au moment du vote, dans les quartiers populaires, ça ne vote pas. Les jeunes ne votent pas non plus. Donc vous voyez, même si, à la limite, si on accepte l'augure et l'idée que les sondages sont une photographie à l'instant T relativement fiable, elle ne dit rien du comportement dans les urnes. Si en plus on rajoute que les citoyens, et on le sait aujourd'hui, se déterminent dans les dernières 24 heures et parfois dans les 5 minutes dans l'isoloir. Donc vous voyez, tout ça, c'est une fabrique de l'opinion.
Gilles Casanova, je me retourne vers vous aussi parce qu'il y a une question qui nous est posée sur le fil Facebook de notre émission et je me permets de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous pouvez poser vos questions en direct dans l'émission et on essaye d'en prendre quelques-unes au passage et dans la deuxième demi-heure, on essaiera d'en donner un peu plus si des questions nous sont posées. Mais il y a une question qui m'interpelle. Il y a quelqu'un qui nous demande, vous ne trouvez pas par hasard que depuis quelques jours, des dossiers sortent? On cite Nicolas Hulot, on reparle évidemment calendrier judiciaire au passage de François Fillon, etc. etc. On pense également, j'allais dire, la couverture de Paris Match ou certaines informations sur Éric Zemmour. Bon, ça va être ça, la campagne, pendant les 4-5 mois qui nous restent là? Il n'y a pas de pays occidental qui soit une démocratie où le président de la République ait autant de pouvoir qu'en France. Lorsqu'il a une majorité parlementaire, il a un pouvoir discrétionnaire, dont Emmanuel Macron a utilisé les ressorts plus que tout autre, puisqu'il a à peu près tous les 6 mois fait voter sa majorité comme un seul homme pour lui donner 6 mois de pouvoirs spéciaux pour pouvoir gouverner par ordonnance. Donc, il n'y a pas un seul pays dans le monde où vous avez un souverain aussi puissant et qui soit une démocratie. Il y a des pays avec des souverains très puissants, mais ce ne sont pas des démocraties. Là, vous avez un souverain, et alors tous les 5 ans maintenant, il repasse devant le contrôle, et maintenant, de manière régulière, on lui oppose l'épouvantail. Donc, la seule question du débat public, ça devient lequel sera face à l'épouvantail qui, pour l'instant, garantit l'élection. Donc, il n'y a plus de débat. Pourquoi voudriez-vous qu'Emmanuel Macron s'adresse aux 59% de Français qui souhaitent qu'il ne se représente pas? Il n'a aucune raison, il n'a rien à leur dire. Il veut faire un peu plus de 19 points, comme l'a fait Jacques Chirac en 2002, ce qu'il l'a fait président. Il sait très bien qu'il ne fera pas les 24-25 points qui lui sont promis dans les sondages d'aujourd'hui, parce que les catégories populaires iront voter. Pas vraiment pour lui, peut-on penser. Donc, ce qu'il lui faut, c'est juste avoir le plus de candidats autour de lui et être juste derrière ou juste devant Marine Le Pen. Vous avez vu ce grand retournement dans les 10 derniers jours. À partir du moment où il a été considéré par le média mainstream, c'est-à-dire à peu près tous, sauf le groupe Bolloré, que Éric Zemmour allait faire baisser Marine Le Pen, qui était quand même au-dessus d'Emmanuel Macron, tout le monde a chanté Zemmour, il était formidable. Et puis quand on a vu que Zemmour pourrait passer devant Marine Le Pen et créer une incertitude, parce qu'il n'y a pas suffisamment de voix dans ce secteur de l'opinion pour nourrir les deux, et qu'un candidat LR pourrait se trouver au 2e tour, et donc à ce moment-là, il n'y a plus de garantie de gagner automatique, vous avez vu que tout le monde est devenu anti-Zemmour. Le Monde a fait une pleine page en disant « Vous vous rendez compte, c'est un scandale, un milliardaire utilise des titres de presse pour peser sur la vie politique et une présidentielle. » Comme si ce quotidien n'avait pas soutenu avec ardeur Édouard Balladur, comme s'il n'était pas entre les mains d'un autre milliardaire. Gilles Casanova, dans les sondages, malgré tout, on observe qu'entre la précédente élection, celle qu'a vu Emmanuel Macron arriver à l'Élysée, et les sondages, alors encore une fois on va rester sur les sondages à l'heure qu'il est, là on voit qu'au 2e tour, j'évoquais les chiffres du premier, mais au 2e tour, Emmanuel Macron est à 54%, baisse de 2 points, et Marine Le Pen est à 46%, et je crois que, si je ne me trompe pas, il y a 5 ans, elle avait fait 33%, Didier Maistre, vous me confirmez ça, hein, c'est bien ça, 33%. Donc on voit quand même qu'il y a une progression. Donc ce que vous évoquez, j'entends le chiffre de 18% effectivement de Jacques Chirac, vous avez raison, c'est vrai que c'est ce qu'il avait réalisé, mais là on est quand même dans un resserrement, quoi qu'il en soit, pour Emmanuel Macron. Ça peut être dangereux également pour sa réélection, à force de voir parler qu'à son camp. Je vous dis quelle est sa stratégie, je ne vous dis pas qu'elle est gagnante. Eh bien, je vous laisse respirer là-dessus un instant. On fait une petite entracte et puis on revient pour la deuxième partie de notre club des éditorialistes. Retrouvez-moi ce soir avec Éric Frandebeuf sur l'émission Startup & Go et on parlera de faire du vélo sous la pluie.
je me reprends, j'avais fait une erreur, Didier Maistre en coulisses m'a repris. Il a bien raison, quand on fait une faute de français, il faut la corriger. C'est un entracte, excusez-moi, les uns les autres. Alors, dans le même temps, je vais revenir en revanche... Vous n'allez pas me louper à la prochaine. Exactement, je vais me gêner. Didier Maistre, scrutin de 4 jours, hein, je reviens aux Républicains. Premier tour, donc ça a commencé ce matin à voter, entre 8h et demain 14h. Deuxième tour entre 8h et samedi 14h. On sera évidemment demain qui sont les finalistes dans cette shortlist. Et samedi à 14h30, nous aurons la fumée blanche qui sortira des urnes des LR. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le vote a mis 8000, globalement, je crois que c'est 8787. C'est marrant, 8787, votants de côté parce qu'ils n'avaient pas renseigné correctement leur numéro de téléphone et mail. C'est 140 000 adhérents LR, parce que c'est une primaire fermée, on peut l'appeler ainsi. Il faut se rappeler qu'en 2016, ça avait été 4 millions de votants, mais c'était une primaire ouverte. Alors évidemment, là, ils ont compris, les LR, ils ont compris de leur erreur de la dernière fois. Ils ont voulu effectivement s'assurer d'un vote démocratique, fermé. C'est pas antinomique d'ailleurs, démocratique et fermé. Comment vous évaluez, vous estimez la méthodologie utilisée par les LR cette fois-ci? Pourquoi ils ne font pas comme à l'ancienne époque de Jacques Chirac? Parce qu'ils se sont complètement perdus. Ils n'ont peut-être plus d'icône, entre guillemets. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Oui. D'abord, ils n'ont plus de personnel politique de premier plan. Vous voyez que les uns les autres se neutralisent. On ne peut pas dire qu'il y a une figure qui émerge, soit par ses idées fulgurantes, soit par son charisme intense. Bon, ce sont des gens bien propres sur eux, qui savent globalement parler, qui ont eu d'éminentes fonctions. 2 ont été ministres, 1 est député, un autre est chef de service et maire, chef de service dans le médical, dans un hôpital. Ils ont tous des carrières honorables, ils sont pour beaucoup énarques, donc j'ai dit un commissaire européen. Bon, une fois qu'on a dit ça, quelle est la pensée est-ce que M. Barnier a une pensée ou Mme Pécresse dont on pourrait se dire, ah oui, tiens, si lui ou elle serait président de la République, voilà à quoi ressemblerait la France. Premier point. Deuxième point, il peine beaucoup. Je parlais de l'Europe, mais et c'était aussi le piège pour Xavier Bertrand. Gilles Casanova l'a souligné. Il peine beaucoup à se différencier d'Emmanuel Macron. Quand vous écoutez, parlons de Xavier Bertrand sur l'hôpital, après avoir supprimé, quand il était ministre de la Santé, 45 000 lits, là, il veut recruter des gens, rouvrir des lits, en disant « Monsieur Macron n'a pas fait le boulot, c'est un scandale ». Bon, si vous voulez, le problème, c'est qu'il est démasqué, lui comme les autres. Et quand ils sortent du bois, quelque part, que vous êtes dans une assemblée de copropriétaires, vous êtes obligé de parler du chauffage, des toilettes qui fuient, des petits problèmes d'intendance. Mais Didier Maistre, est-ce que ce n'est pas la chance d'ailleurs de tous ces candidats qui n'ont jamais gouverné et à qui on va d'ailleurs, on imagine à peu près les attaques dans les jours et les semaines qui viennent contre, et d'ailleurs Éric Zemmour en particulier, on va lui dire vous n'avez pas la stature, vous n'êtes pas capable de parler d'économie, qu'est-ce que vous feriez ? Sa réponse, on la connaît tous, on l'a en tête, on l'imagine en tout cas. Il va dire, écoutez, vous avez été au pouvoir, vous avez vu l'état de la France aujourd'hui, voilà. Donc quelque part, vous n'avez pas nous donné son sur ce qui a été fait puisque vous l'avez mal fait. Oui, mais justement, là, ça démontre que, en fait, aucun n'a véritablement la stature présidentielle. C'est ça que... Et si vous voulez, Emmanuel Macron va jouer sur du velours, une fois de plus. Mais ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, on a décidé, évidemment, eu égard à l'actualité d'hier, de concentrer notre propos sur la droite, composition, recomposition ou décomposition. Ça, c'est peut-être pour les lendemains, en fonction des résultats. Mais en 2 mots, parlons-en quand même. La gauche, parce que la gauche est dans un état catastrophique également. Il n'y a pas un candidat qui soit en situation de pouvoir arriver au 2e tour au moment où nous nous parlons. En tout cas, si on regarde encore une fois les sondages, même Jean-Luc Mélenchon, qui était bien placé lors du précédent scrutin, n'est pas du tout en position aujourd'hui. La gauche est complètement divisée, atomisée. D'abord parce que, comme la droite, elle a un problème de logiciel. Il y a toute une partie de la gauche dite de gouvernement qui a été attirée par la Macronie, dans les filets de la Macronie. C'est pas simplement pour des raisons tactique, même si ça a joué, et puis pour des raisons d'ambition personnelle, de carriérisme politique, mais aussi parce que elle s'est complètement faite absorber, je dirais,
par la social-démocratie, un certain libéralisme. Donc elle est tout à fait Macron compatible. Bon, ça c'est un premier point. Vous avez un pôle écolo dont on ne comprend pas bien, qui lui-même est divisé en deux pôles égaux. Vous avez le pôle Sandrine Rousseau, on va dire, où là ils sont très radicaux sur une écologie de combat, il faut aller vite tout de suite. Mais qui n'a pas gagné cette fois-ci. Mais qui c'était pas loin, c'était C'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas loin. Ouais. Et donc si vous voulez, là on est dans une vision de la société beaucoup plus, radicalement opposée à celle dans laquelle on vit aujourd'hui, aussi bien sur la place des femmes, sur les questions de genre. Maisto, vous êtes d'accord pour dire que la campagne des écolos est globalement engluée aussi par l'histoire de Nicolas Hulot, ce dont on parlait rapidement tout à l'heure. Alors je suis pas sûr que déjà, Mathieu Orphelin est un premier dommage collatéral. Mais je suis pas sûr que ça joue, parce que c'est déjà ancien dans la tête des gens. Hulot était très accolé à la Macronie. Yannick Jadot a quand même été obligé de prendre la parole pour en parler, pour se démarquer de tout ça. Non, vous croyez que ça n'aura pas de conséquences? Je pense que ça sera très vite oublié et que ça ne pèsera pas dans le choix électoral. Après, si vous voulez, pour finir, à gauche, vous avez le Parti Socialiste, disparition. Je pense qu'avec Anne Hidalgo, il cherchait un candidat à même de ne pas sceller la disparition définitive du Parti Socialiste. Là, ça semble bien mal engagé. Il reste effectivement le Parti communiste. J'en parle plus, d'autant qu'à la tête de ce parti, vous avez Fabien Roussel qui prend des positions assez libérales aussi, qui troublent complètement l'électorat. Donc il reste finalement la gauche de gauche, c'est Mélenchon, quoi. Et aujourd'hui, elle n'est pas en position d'avoir la dynamique qu'elle avait eue, pour l'instant en tout cas, en 2017. Gilles, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est déjà, parce que c'est la troisième partie de notre titre de l'émission ce soir sur la décomposition, dans une forme de décomposition de la droite traditionnelle? J'en prends pour exemple le ralliement de Christian Estrosi au parti d'Édouard Philippe, Horizon. Est-ce qu'on ne va pas commencer à voir, en fonction de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et a fortiori, après l'élection présidentielle, si le candidat de droite républicaine ne gagnait pas, ce qui est aujourd'hui à la lecture des sondages une éventualité qu'il ne faut pas évacuer trop vite, une décomposition et arriver sur les LR, ce qui est un peu arrivé quand même au Parti socialiste? C'est arrivé aussi à LR. Vous avez en tête que Édouard Philippe... le maire, le ministre de l'Intérieur Darmanin, ils ne venaient pas du Parti socialiste, ni de la gauche en général. Non, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vision du monde, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de travail sur la politique, il y a l'idée qu'on va être le meilleur pour faire ce que disent Bruxelles et Berlin. Dans ces conditions-là, on peut s'attacher à un parti dont on est membre parce que on est là depuis longtemps, on y fait carrière, mais enfin, s'il n'arrête pas de perdre, on ira chez celui d'à côté qui fait la même politique. C'est raisonnable. Est-ce qu'il n'y a plus de différence? Quelle différence y a-t-il entre LR quelle différence y a-t-il entre LR, Macron et Moscovici? Si vous me trouvez la différence... justement, Maisto, vous la voyez, la différence? Il y a des années que je développe cette thèse, comme vous le savez. Il n'y a plus de différence entre les différents députés, c'est le cas de le dire, entre les divers députés qui sont plus divers du tout. Et je dirais que Emmanuel Macron a fini d'achever le processus. Pourtant, les différences, elles pourraient être très marquées. Je parlais du clivage européen, en voilà un. Il y a un autre clivage qui est celui aujourd'hui de l'énergie, qu'il s'agisse de l'électricité, du nucléaire ou de la ressource naturelle. L'eau, faut-il continuer à la privatiser? Voilà. Il y a un autre clivage qui pourrait être le clivage sanitaire. Ils sont tous d'accord avec des petits bémols personne ne remet en cause l'obligation soit du pass sanitaire, soit vaccinal, mais en fait ça revient au même. Ils l'ont même avoué aujourd'hui que le pass sanitaire n'était qu'une obligation vaccinale déguisée. Donc en fait, sur toutes les grandes problématiques sur l'écologie aussi, sur toutes les grandes problématiques de société, ils sont d'accord. Vous voyez? Et donc comme ils sont d'accord, ça s'effondre sur soi-même. Et évidemment, des candidats qui disent un peu des choses différentes, qui parlent un peu plus fort, même s'ils disent des inepties et que c'est au moins aussi dangereux, sont davantage entendus. Puisque dans ce concert
C'est même plus, il n'y a même plus de cacophonie. Ils jouent tous la même partition, hein, vous voyez, avec un peu d'interprétation différente. Donc voilà, il y en a un qui joue un peu plus sec, l'autre un peu plus onctueux, mais c'est exactement la même chose. Alors que tous les enjeux essentiels, et c'est parce qu'on parle beaucoup de questions civilisationnelles, de questions d'identité, on sort les grands mots, mais personne, je n'ai encore entendu personne dans cette campagne, c'est hallucinant, parler de l'Europe. Est-ce qu'il faut ou non quitter l'Europe? Est-ce qu'on va vers plus de fédéralisme? Pourtant, avec Michel Barnier, ancien commissaire européen, on aurait eu le sujet possible. Je veux dire, toutes les normes, toutes les lois viennent de l'Europe. Même la stratégie vaccinale, les vaccins. Il y a Ursula von der Leyen qui a dit hier, il va falloir maintenant qu'on parle sérieusement de l'obligation vaccinale. Mais ils sont tous d'accord. Donc, si vous voulez, c'est un peu un théâtre d'ombre, de la commedia dell'arte, où ils font semblant d'avoir des différences, mais où, quelque part, 90% des sujets sur lesquels on pourrait débattre, il y a un consensus. Donc, à quoi ça sert? Gilles Casanova, Valérie Pécresse revendique 1300 élus qui appellent à voter pour elle en disant que c'est une femme d'expérience au projet moderne et ambitieux. Elle a le soutien de Carucci et de Hortefeux. Est-ce que ça laisse entendre que plane derrière l'ombre de Nicolas Sarkozy, comme soutien, puisque on sait quand même que Roger Carucci et Brice Hortefeux sont des très proches de l'ancien président de la République? Oui, écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy, quelle que soit sa situation juridique, a quand même la capacité de faire savoir par un texte, par un mot, par un entretien privé avec des journalistes ce qu'il pense. Non, je ne pense pas qu'il joue un grand jeu dans cette affaire. Je pense que des proches à lui ont trouvé que Valérie Pécresse était la meilleure candidate, mais je pense que c'est de leur propre mouvement. Je ne vois pas une sorte de complot organisé, mais je peux me tromper. Je ne suis pas dans les papiers et les secrets. Didier Maistre, est-ce que le grand gagnant, et il n'est pas absent, c'est pas Laurent Wauquiez et sa ligne? Laurent Wauquiez, quelque part, il a fait, comme on dit, il a passé son tour. Hein, il a fait l'impasse. Il a fait l'impasse, parce qu'il a quand même réfléchi. Il s'est dit, de toute façon, je ne suis pas en position de gagner. Je pense qu'il avait compris aussi qu'à droite, parce que lui, il est quand même très, très à droite, il essaie d'enrober les choses, de les rendre un peu plus acceptables, parce qu'il a aussi plus de métier qu'un Éric Zemmour, mais il dit, je passe mon tour, et le tour, je les laisse s'entretuer. Et ensuite, ce sera mon tour, parce que de toute façon, dans l'opinion, ces sujets auront cristallisé. Et là, j'ai mon créneau. Et je pourrais dire, je vais bien gérer ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pourrais dire, en fait, c'est ma ligne qui l'a emporté. Voilà le pari qu'il fait. Pour revenir sur ce que disait Gilles Casanova et ce que vous posiez comme question par rapport à Nicolas Sarkozy, il n'est pas impliqué tellement dans cette campagne, mais les uns et les autres avaient une trouille bleue qu'il le lâche pendant ces soucis judiciaires, parce qu'ils ont peur quand même d'une seule chose, c'est qu'ils les flinguent, en ayant une phrase un peu définitive sur tel ou tel. Donc ils ont quand même fait allégeance en disant « Oh là là, ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, quel scandale, c'est une cabale des juges, quel acharnement ». Bon voilà, c'est le seul D'autant plus qu'ils auront très probablement besoin de son soutien à un moment donné, tout en sachant qu'il est quand même pas si éloigné de Emmanuel Macron. Oui, on l'a vu depuis 5 ans. Oh, je pense que, je sais pas, je suis pas dans la tête de Nicolas Sarkozy, mais je ne vois pas pourquoi il ne soutiendrait pas Emmanuel Macron. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. C'est quand même les LR sont sa famille politique. Mais les familles politiques, ça n'existe pas. Quand vous êtes une famille politique, il faut bien comprendre, dans la psychologie d'un ancien président de la République, et tout de suite, dès qu'il accède au pouvoir, la famille politique, vous la balayez. C'est simplement un flot de militants qui ont cru en vous, et tout de suite, et même pendant la campagne déjà, vous crachez sur votre famille politique. Vous dites « Oh mais moi, j'ai pas besoin d'un parti, je suis le candidat de tous les Français ». Donc, il y a encore des gens qui se font piéger, parce qu'en fait, dans les partis politiques, sauf à quelques exceptions, on ne réfléchit plus du tout, on colle des affiches, et surtout, on fait maintenant des campagnes de trollage, essentiellement, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, et si vous pensez que, par fidélité à sa famille politique, un tel ou un tel va... Mais tout ça, ce sont des fables. En réalité, dans les partis, il n'y a pas de pire ennemi
pour un homme politique que dans son parti politique. Quand vous êtes politicien, c'est pas votre adversaire politique qui peut vous inquiéter. C'est au sein même de votre parti celui qui va vous planter un couteau dans le dos. C'est comme ça que ça fonctionne. Gilles Casanova, vous partagez le point de vue Didier Maistre selon lequel Nicolas Sarkozy soutiendrait, puisque c'est ce que vous dites, hein, Didier Maistre, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, non. Non, il soutiendra le candidat LR. Mais il le soutiendra suffisamment mollement pour ne pas être fâché avec Emmanuel Macron. Vous n'y croyez pas une seule seconde? Nous sommes dans un jeu d'ombre. Oui. Nous sommes dans un système de spectacle. Vous savez, dans le spectacle, ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est le sentiment, c'est la sensation, c'est l'émotion. Vous avez vu que les dernières présidentielles se sont déroulées comme un psychodrame et qu'elles basculent à un moment donné, quelque part entre Noël et février, autour de quelque chose qui est souvent un détail. La boîte de traumate du juge Alphen, vous vous souvenez de cette aventure, qui fait basculer Édouard Balladur, qui caracolait en tête, qui était, selon le quotidien Le Monde, déjà élu avant même le premier tour, et il bascule, et c'est Jacques Chirac qui passe devant lui, une boîte de traumate avec 500 000 francs dedans, à l'aéroport d'Orly, dans les mains du juge Alphen. Gilles Casanova, on est quand même dans une période où on a vu, je vais passer aux États-Unis un instant, où Donald Trump transgressait certains codes traditionnels de communication, dans la façon de s'adresser, etc. Aujourd'hui, on peut dire que ces méthodes un peu trumpistes, si je peux les appeler ainsi, sont arrivées en France. On voit bien qu'il y a un discours tranché, disruptif. Quand on regarde les débats, les 4 débats LR, on a senti quand même que tout le monde cherchait à conserver l'unité, de ne pas s'alpaguer les uns les autres pour justement avoir une belle photo de famille à l'issue de ces primaires et de manière à garder la famille unie. Christian Jacob est intervenu sur le sujet et l'a confirmé. Est-ce que vous pensez que dans l'époque que nous vivons, c'est une bonne stratégie des LR que de pratiquer ainsi, laissant entendre aussi aux gens qui ont regardé ces débats qu'il n'y ait pas de très grosse différence. Globalement, ils étaient d'accord sur tout, entre eux. Une difficulté. Trump, il avait un projet politique. Il voulait faire des choses et il est dans un pays qui n'est pas sous l'autorité de l'Allemagne, ni de la Chine, ni du Japon, ni de personne. Donc, il fait ce qu'il veut, son pays. Et lui, il est président, il a des limites bien plus grandes que le président français du point de vue du droit, mais du point de vue de la réalité de la politique menée, il n'est pas sous l'autorité d'un pays voisin qu'il contrôle totalement et lui retire son oxygène avec 3% de limite qui empêchent de moderniser son industrie et qui font que la France a chaque année plus de mal à tenir les 3%, puisque ces 3% l'empêchent de respirer et donc l'affaiblissent un peu plus chaque année. C'est une politique absolument habile de vengeance des années 20 et 30 de la part de l'Allemagne, consciente ou inconsciente, en tout cas, c'est la France paiera. Trump, il voulait faire des choses, donc il a énoncé de manière disruptive ce qu'il voulait faire. Tout le système médiatique occidental, américain comme français, a dit « il ne peut pas gagner la primaire, il a gagné la primaire. Il ne peut pas gagner la présidentielle, il a gagné la présidentielle. Il ne peut pas être réélu, il n'a pas été réélu, mais essentiellement par l'arrivée massive de votes par correspondance qui était entre 95 et 100% pour son adversaire, arrivant dans le dernier quart d'heure, donc qui a laissé un certain doute. Aucun doute sur le fait que l'establishment était lassé de Trump, mais un doute sur le fait que il n'y avait pas dans le pays des millions d'électeurs en plus que la première fois qu'il s'était présenté. Parce que statistiquement, on voit qu'il a eu des millions d'électeurs en plus. Donc il a eu un vrai succès. Biden a eu beaucoup plus de voix, notamment de voix par correspondance.
Didier Maistre, Gilles Casanova, tout à l'heure, nous rappelait que Xavier Bertrand s'est tassé dans les sondages, 18 à 13%, etc. Et on est d'accord pour dire qu'ils sont tous rentrés dans la maison, pas la commune, celle-ci, mais la maison LR, alors qu'on pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand qui en était parti. C'est plus la rencontre d'un homme et du peuple, c'est vraiment un candidat choisi dans une opération de parti. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce qu'on voit bien quand même que les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, les LR, la droite dite républicaine, n'est pas au deuxième tour. Et il y a vraiment un gap à franchir pour qu'ils puissent y arriver. C'est une bonne stratégie, celle de... Mais pas que de Xavier Bertrand, aussi Valérie Pécresse. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a que de la tactique pour récupérer le Grisby. Parce que qui est à l'étiquette LR aura le financement du parti. Pour vous, c'est que ça? Ce n'est que ça. C'est un problème d'argent. Il n'y a pas de doctrine, soyons clairs, LR. Il n'y a aucune doctrine LR. Il y a pas... Non, mais il y a une machine de parti, voilà, il y a des adhérents, il y a toute une machine de guerre, entre guillemets. Il y a l'intendance. Et donc, aujourd'hui, tout ça ne compte pas. Vous avez bien vu, vous l'avez dit vous-même, que Valérie Pécresse n'était plus dans le parti. Elle avait juré ses grands dieux qu'elle n'y retournerait plus. Xavier Bertrand, rappelez-vous, le soir, il avait dit la même chose. Aujourd'hui, nécessité fera loi. Donc soit ça fonctionne, ils ont un candidat au deuxième tour qui gagne ou qui fait un bon score, même s'il perd contre Macron. Et à ce moment-là, la famille des Républicains sera un pôle fort qui pourra se recomposer et non pas se décomposer comme c'est le cas aujourd'hui, parce que là, elle est quand même en voie avancée de décomposition. Soit ça ne fonctionne pas, et à ce moment-là, vous aurez des stratégies personnelles. Certains vont rejoindre Horizon et vont essayer de s'arrimer à la maison commune pour faire partie, avec tous les éléments de langage. C'est pas un chèque en blanc à Emmanuel Macron, parce qu'il va avoir, même s'il est élu, un problème de majorité. Vous allez avoir tous ces éléments de langage qui vont fleurir. C'est pas un chèque en blanc. Nous le soutiendrons pas aveuglément, mais quand même, pour l'avenir du pays, vu dans la situation dans laquelle il se trouve, boum, ils vont passer avec armes et bagages, d'une certaine manière, chez Emmanuel Macron. D'autres vont faire une petite stratégie personnelle avec des micro-partis pour le coup d'après, et d'autres vont finalement un peu se radicaliser, c'est le cas de Ciotti, faire quelque chose avec Zemmour. Je prolonge un instant avec vous, Didier Maistre, mais je voudrais avoir votre point de vue à tous les deux. Il y a d'autres candidats dont on n'a pas parlé. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui a pris la parole aujourd'hui pour dire que sa capacité à atteindre les 500 signatures, parce que c'est quand même le sujet de demain maintenant, pour les uns et les autres. Éric Zemmour aussi, puisqu'il a dit qu'il était à 300, 350, je crois, si je me trompe. Entre 250 et 300, ça veut dire 250. Ça veut dire 250, donc il en est loin, on va dire. Est-ce que c'est pas ça la bataille du moment, vraiment pour les uns et les autres, et qu'on va avoir un rétrécissement mécanique pour la plupart des petits candidats, mais peut-être aussi des grands, puisqu'on a bien entendu que Marine Le Pen aussi avait du mal à les atteindre. Bon, c'est une des batailles compliquées. Aujourd'hui, d'abord, on en a déjà parlé à ce micro, parce que les maires voient leur nom publié au journal officiel quand ils accordent leur... Pas que les maires, tous les élus. Voilà, tous les élus, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux. Donc, ils voient leur nom publié, et donc c'est un vrai problème, surtout dans des petites communes. Dans 34 000, c'est-à-dire l'écrasante majorité sur 36 000, leurs élus n'ont pas d'étiquette politique, donc c'est un vrai problème. Donc c'est vrai que là, déjà, les petits candidats, entre guillemets, même s'ils ont beaucoup de choses à dire, et qui sont que petits que pas forcément par leurs idées d'ailleurs, ou leur programme, parce que j'aime pas beaucoup ce vocabulaire de petits candidats. Bon, il y a des candidats, c'est tout. Et donc, eux, ils vont faire les frais, ça c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, j'ai pas vu sa dernière déclaration. Mais il laisse entendre que c'est effectivement très difficile pour lui d'atteindre les 500 signatures. Il va ramer, il n'a plus d'état-major, beaucoup de gens l'ont abandonné. C'est déjà dur pour les gros candidats, entre guillemets. Donc ça va énormément peser. C'est un vrai problème démocratique, de toute façon. Au même titre que la proportionnelle, qui n'a pas été imposée, est un vrai problème démocratique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un peu un historique, avec le vote majoritaire d'ailleurs, qui ne reflète pas la pensée politique du pays et les différentes tendances. Et bien sûr, ça dégage des majorités, mais on voit bien qu'ils sont des majorités factices. D'autant que si vous avez un hyper-président jupitérien, comme on a dit au début de son mandat, comme Emmanuel Macron, il gouverne à la fois par ordonnance, même si ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas par un conseil de défense sanitaire, il met la démocratie entre parenthèses, plus d'assemblée nationale à partir de février, puis il a les clés de la maison, on est en état d'urgence,
ça peut continuer jusqu'au mois de juin. Tout peut arriver, vous voyez. Donc on est dans des aventures. Voilà. Et ce qui est un peu pénible et affligeant, c'est que le peuple français ne se rende pas tout à fait compte de l'étau dans lequel il est chaque jour resserré, enchâssé, et qui malheureusement peut en faire les frais, quoi. Gilles Casanova, dernière question de ce club des éditorialistes sera pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'Éric Zemmour adoucit l'image de Marine Le Pen et lui permettant d'ailleurs de prendre quelques points dans les sondages, parce qu'on a le sentiment, pour écouter certains observateurs, qu'elle devient du coup fréquentable? Eh bien, justement, elle bénéficie de ce contre-effet Zemmour. Dans un premier temps, elle a été perdante parce que tous les médias ont chanté Zemmour pour l'affaiblir. Et quand ils ont vu qu'il devenait un danger, ils ont commencé à chanter l'idée qu'elle, au moins, elle a un programme, elle, au moins, elle a un parti. Et puis, au fond, on la connaît. C'est notre diable à nous, c'est notre Hitler en jupon, mais on l'aime bien. Pas pour son côté Hitler, mais son côté jupon. C'est une femme, après tout. Bon, et là, on voit bien que, du coup, on lui entrouvre une porte et que ça peut être dangereux. Alors, sur la question des candidats et du nombre de candidats et des signatures, moi, je vous donne mon pari que tous arriveront à avoir leur signature parce qu'il y a une personne qui a intérêt à ce qu'ils aient tous leur signature. Qui est président sortant. Vous pensez au président de la République? Bien sûr. Il fera tout ce qu'il faut pour qu'ils aient tous des signatures et qu'avec même 17 ou 18 points, il soit second. Écoutez, ça sera le mot de la fin et on verra si dans les semaines qui viennent, votre prédiction se réalisera. Merci Gilles Casanova d'être passé du côté des hauts et des bas ce soir. Merci pour vos éclairages. Merci vous également Didier Maisto. Dans un instant, la soirée continue sur PDA TV. Vous allez retrouver Virgile Delporte avec son émission Startup & Go. Virgile reçoit Éric Frandeboeuf, dirigeant de la société Renjoy, inventeur d'un toit amovible pour vélo. Alors voyons, on part dans un autre univers. Très bonne émission sur les startups parce que c'est ça aussi PDA TV, c'est vous faire découvrir de nouveaux univers et de nouvelles solutions. Je vous laisse en compagnie de Virgile dans un instant et pour ce qui nous concerne, nous nous retrouvons demain de 18h30 à 19h30. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et nous suivre sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Merci de votre fidélité qui ne se dément pas chaque soir. À demain, 18h30 et tout de suite, c'est Startup & Go. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.